Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Qui est de Brest? Elle aime bien Grougy, ma femme. Le doublé de Jérémy Le Doiron. Donnez-lui le ballon d'or. Balle de but pour Honora. La barre entrante. Mais ils sont fous ces Bretons. Ils sont fous ces Brestois. Des grands connaisseurs qui peuvent se permettre de parler à ma place. C'est bon d'aimer le stade brestois. Brestois, ça y est, la trêve des confiseurs, c'est terminé. Nous voici arrivés en 2024. Je profite évidemment de cet avant-match pour vous souhaiter une belle année que personnellement je vais placer sous le signe de la santé et du rêve européen, du rêve brestois. Après une phase d'aller remarquable, les joueurs brestois ont donc le droit d'afficher des nouvelles ambitions et de suivre justement un rêve européen. La première étape de ce rêve, c'est finalement l'apparition d'un cauchemar, l'apparition du Montpellier Hérault au stade Francis Leblay. On s'en rappelle, Montpellier qui l'a emporté 7-0 à Brest la saison passée. Pourtant, les choses ont évolué au-delà du classement. Montpellier se présente aujourd'hui avec des doutes. 12e de Ligue 1, les hommes de Michel Carillon se sont inclinés 3-1 face à Brest fin novembre, c'était le 26 novembre précisément, et ont un peu de mal à relancer la machine depuis. Donc on ne sait pas forcément à quoi s'attendre de ce Montpellier. On espère ne pas revivre l'humiliation de la saison passée, mais pour avoir quelques éléments avant ce match, j'ai le plaisir de recevoir Florian du site Allez Payade. Florian, merci de ta présence. Si tu me le permets, je vais démarrer en revenant en fait sur la dernière rencontre entre les deux équipes. Victoire de Brest 3-1 à la Mosson, c'était le 26 novembre dernier. Comment on a vécu et analysé ce match du côté des supporters montpelliérains? Au match aller, Brest a dominé de la tête et des épaules la rencontre. Donc c'était une victoire méritée. Ils ont gagné dans tous les compartiments du jeu. Je pense aussi à Romain Del Castillo qui s'était régalé face à Falei Sako sur le côté gauche. Donc j'ai aussi en tête la déviation de Mounier sur le deuxième but pour Pereira Lage. Voilà, c'était un match à oublier et j'espère que dimanche ce sera mieux pour Montpellier. Justement, à l'issue de ce match, plusieurs commentateurs évoquaient alors une crise du côté de Montpellier. Ça a évolué comment depuis? Est-ce qu'on est toujours en crise à Montpellier ou non? Pas trop. Montpellier flirtait avec la place de barragiste et les relégables après la défaite face à Brest, donc c'était logique de parler de crise. Après ce match, il y a eu le match rejoué face à Clermont qui a pas eu le résultat escompté avec un nul au lieu de la victoire qui avait été acquise avant les incidents. Après, il y a quand même eu deux résultats satisfaisants face à deux belles équipes européennes, face à Lens et face à Marseille, deux matchs nuls. C'est des points importants qui vont compter, donc Montpellier a plutôt fini positivement, même si les joueurs étaient empruntés physiquement. Mais voilà, on espère repartir sur une bonne dynamique en Ligue 1 dès ce week-end et j'espère qu'ils vont le montrer sur le terrain. Alors, si on fait un point concret et comptable, le club entraîné par Michel Zakarian aborde cette deuxième partie de saison à la 12e place avec 18 points. C'est 4 points de plus que le 16e, c'est 8 points de moins que le 7e. C'est quoi l'objectif de Montpellier maintenant? C'est la première saison à 18 clubs et on voit que c'est très serré en bas. Une victoire peut faire passer une équipe proche de la 10e place et un enchaînement de une ou deux défaites peut la ramener vers la 14e, la 15e ou plus bas. Donc l'objectif premier, ça va être de se maintenir le plus vite possible pour avoir une fin de saison tranquille et pourquoi pas aller chercher la 10e place et si on peut aller chercher un peu mieux, ce sera parfait. On espère aussi à Montpellier un joli parcours en Coupe de France. Le tirage a été favorable lundi soir avec un déplacement chez une équipe de N2. Donc voilà, pour avoir quelques émotions, on aimerait faire un joli parcours en Coupe de France et pourquoi pas aller au bout. Les matchs du mois de janvier vont avoir cette particularité d'être impactés par la CAN. Ça se passe comment du côté de Montpellier entre la CAN et la Coupe d'Asie? Est-ce que c'est un Montpellier Hérault significativement affaibli ou pas tant que ça qui va se présenter à Leblay?
C'est surtout dans le domaine défensif que Montpellier est affaibli par cette CAN, puisque Enzo Chato et Falaï Sako, les deux arrières droits, sont partis en sélection. Kiki Kouyaté dans l'axe et Isiaga Silla sur le côté gauche. Donc défensivement, c'est vrai qu'il y a un manque au niveau du nombre. Et offensivement, avec la Coupe d'Asie, c'est Moussa Tamari qui va manquer. Il a été très très important sur le début de saison, il est très percutant, il provoque beaucoup par ses dribbles, il a provoqué pas mal de pénaltys et de fautes importantes. Donc c'est sûr qu'offensivement, ça va être un manque de jouer sans lui. Espérons que ceux qui les remplaceront feront en sorte de mouiller le maillot et de montrer qu'ils sont une vraie solution pour Michel Derzakarian. On l'a vu, Montpellier a recruté déjà un joueur sur cette trêve hivernale. Globalement, le mercato hivernal, on le sent comment de côté de Montpellier? Il y a beaucoup de mouvements qui sont prévus? Comme je le disais tout à l'heure, Montpellier a recruté un latéral droit à cause des départs à la CAN de Falaï Sako et Enzo Chato. C'est Sylvain Efti, un joueur suisse qui évoluait au Genoa. C'est un prêt. C'était une logique de recruter à ce poste-là avec le manque numérique pour la CAN. Après, je pense pas qu'il y ait beaucoup de mouvements ailleurs. Il y a Wabi Kazri qui est peut-être en partance dans un pays du Golfe parce qu'il a peu de temps de jeu et je pense qu'il espère mieux. Et il y avait aussi Kelvin Yeboah dont on pensait que le prêt allait se terminer. Mais il a marqué ce week-end contre Amiens, donc ça peut peut-être le relancer. On verra s'il sera aligné ce week-end face à Brest aux côtés d'Akor Adams. C'est une possibilité, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup plus de mouvements pour le mercato montpelliérain. Je suis désolé pour les auditeurs brestois de devoir réveiller ces vieux démons, mais Montpellier revient à Brest finalement un an après y avoir gagné 7-0. C'est quoi les ambitions cette fois pour ce déplacement? Est-ce qu'on garde en tête cette humiliation, en fait, il n'y a pas d'autre mot, ou est-ce qu'on se dit que ça va être totalement différent? C'est sûr que cette victoire 7-0, elle a marqué les esprits positivement pour Montpellier et je sais que c'est difficile pour vous, peut-être encore aujourd'hui. Mais voilà, cette victoire large, elle est passée. Maintenant, il faut repartir sur cette saison et penser au match de dimanche. Ce sera pas facile face à Brest qui est quatrième de Ligue 1. Donc je pense pas que les joueurs arrivent avec beaucoup de confiance par rapport à la victoire de l'année dernière. Je pense que ce sera oublié et ce sera un nouveau match qu'il faudra disputer et qu'il faudra gagner. J'espère que vous serez pas trop revanchards et que vous nous laisserez quelques points dimanche. À quoi on doit s'attendre du côté de Montpellier pour ce match? Quelle composition, quel plan de jeu? On a vu que Michel Derzakarian a un peu changé les choses lors des dernières rencontres. Je pense que Michel Derzakarian va revenir au 5-3-2 qu'il a utilisé en fin d'année civile. C'était un système qui a marché contre Marseille et qui a beaucoup plu, notamment avec un TJ Savanier en pointe basse dans le triangle du milieu de terrain, avec Joris Chotard et Jordan Ferry un cran plus haut. L'incertitude, elle concerne surtout le poste de latéral gauche, puisque Théo Saint-Luce, Lucas Mincarelli, qui ont occupé ce poste avant la trêve, étaient blessés et n'ont pas joué dimanche. C'était Tanguy Koulibaly, la recrue qui était arrivée au mois de fin novembre, début décembre, qui a joué contre Amiens en Coupe de France à ce poste-là. Si Mincarelli et Théo Saint-Luce ne sont pas disponibles, je pense que ce sera lui qui sera de nouveau à ce poste. Et après, devant, Akor Adams devrait être aligné. Il a été mis au repos contre Amiens parce qu'il avait besoin de souffler après son enchaînement de matchs avec 17 matchs en Norvège de mars à août avant de signer à Montpellier. Et du coup, ça a été difficile pour lui d'enchaîner jusqu'au mois de décembre. Il était un peu à bout de souffle en fin d'année. Donc il devrait retrouver logiquement sa place face à Brest et
Et pour l'accompagner, ça peut être Kelvin Yeboah, qui a marqué contre Amiens, qui doit avoir un regain de confiance. Et j'espère que tous les deux, ils vont s'entendre pour faire trembler les filets chez vous. Alors bien sûr, c'est dur de se prononcer parce qu'il y a eu la trêve entre-temps, mais si on revient sur les performances de Montpellier sur le dernier match avant la trêve, c'était qui les hommes forts du Montpellier Hérault et à l'inverse, c'était qui un peu les points faibles? L'homme fort avant la trêve, c'était clairement Joris Chotard au milieu qui gagnait un nombre incalculable de ballons et qui était présent sur chaque duel. J'espère qu'il va revenir aussi en forme pour la reprise du championnat. Après, voilà, pour la fin de saison dernière, c'était Accor Adams qui était essoufflé, qui manquait beaucoup d'efficacité, de lucidité dans ses derniers gestes. Mais voilà, il a prouvé qu'il était capable de marquer des buts. Donc j'espère qu'il va repartir positivement, se remettre en confiance et pourquoi pas marquer dès ce week-end. De même, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un joueur qui te fait peur à Brest, qui pour toi peut faire la différence dans le match de ce dimanche? J'en ai déjà parlé parce qu'il s'est illustré au match aller, mais je pense que Romain Del Castillo montre qu'il est important pour l'effectif brestois. Avec 5 buts et 5 passes décisives, il est clairement un homme fort du jeu offensif de Brest. Et j'aime aussi beaucoup Steve Mounier puisqu'il est passé par Montpellier et parce que son style de jeu permet d'avoir des solutions différentes dans une équipe. Son jeu de tête est exceptionnel et récemment encore, Vittorino Ultan disait qu'il avait rarement affronté des attaquants de ce calibre alors il avait une sacrée expérience en Ligue 1. Donc ça prouve la qualité du joueur. Merci beaucoup Florian, on te remercie de ta présence. On va quand même terminer avec un classique. Je ne sais pas si tu es superstitieux, mais est-ce que tu as un pronostic pour ce match? J'ai envie que Montpellier démarre bien cette année civile en championnat, donc je vais dire une victoire. Mais elle sera très courte, je dirais 1-0 ou 2-1, mais je m'attends à un match difficile, un combat de tous les instants et il faudra être concentré et engagé pour ramener des points de Brest. En tout cas, bon match à vous tous et merci à Brest en Air pour leur travail. Eh bien, c'est noté. Merci Florian. On reviendra vers toi après le match de dimanche. Match dimanche à 15h à Francis Leblé. Un match finalement pas simple à négocier. Les supporters brestois le savent bien. On a un passif avec Montpellier qui finalement n'est pas que le 7-0 de l'an dernier puisque Brest n'a pas gagné à domicile face à Montpellier depuis 2008. Ça commence à faire long. Les supporters brestois savent également que cette saison, le Stade brestois prend un bon plaisir à effacer toutes ces humiliations, à effacer toutes les bêtes noires. On espère que ça va continuer en ce match de reprise. Dans tous les cas, je vous remercie de votre écoute, on vous remercie de votre fidélité, on vous souhaite une nouvelle fois une belle année et on se retrouve donc dès dimanche pour la réception de Montpellier. Bon week-end à tous et allez Brest!